Madame, Monsieur, bonsoir. Et bienvenue, c'est le Grand Talk. Le bras de fer entre Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, et Pierre Dagbo Godé, ex-vice-président, au sein du Front populaire ivoirien, s'est déporté sur le terrain judiciaire. Le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau a renvoyé l'affaire demain, jeudi 24 octobre. Que se passe-t-il? Il faut simplement dire que l'ex-vice-président demande la suspension pure et simple du congrès qui est initialement prévu les 7 et 8 novembre 2024. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous, mais avant, forte pluie sur Abidjan, on le constate, en certains points de la capitale, il y a des routes qui sont peu praticables ou carrément impraticables. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Élisée, bonsoir. Toute belle en orange. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis. Marius Komoué, bonsoir. En rouge-noir. Bonsoir Christelle. Daouda Koulibaly, bonsoir. Christelle, bonsoir, mais il était important pour moi de marquer une pause aujourd'hui Laquelle, pour saluer Daouda? Kofi N'Guessan Antoine, chauffeur de VTC. Ah, d'accord. Il fait comme mon vieux Marius, parce que ce monsieur m'a réveillé à 24 h grâce à Abou Dogougnou, qui est notre chef de plateau, qui partait à la maison et il m'a embêté la nuit. Il dit de parler pour le pays. Monsieur Kofi N'Guessan Antoine, nous sommes tous sur ce plateau à parler du pays. Très Donc bien. il était important de marquer cette petite pause pour le chauffeur de VTC. Et effectivement, c'était une pause, on a marqué pour lui. Je peux saluer mes parents Gouad à l'époque. Non, 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 messieurs. Non, messieurs. Revenons donc à l'affaire du jour. Alors, plusieurs points en Abidjan devenus impraticables par des pluies qui sont quelque peu surprenantes, Marius Komoué. Oui, en effet, la Côte d'Ivoire, plus particulièrement le district autonome d'Abidjan, vit dans un climat de type équatorial. Et donc, il est bien évident que la saison de pluie qui prévaut au niveau du district d'Abidjan court de mai à novembre, chaque année, de mai à novembre. Et donc, nous ne sommes pas surpris de voir en cette fin de saison eh bien, ces fortes précipitations qui, naturellement, constituent de sérieux problèmes pour les Abidjanais et pour les villes environnantes. D'ailleurs, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'élèves, beaucoup d'enseignants, beaucoup de travailleurs et même des vendeurs et des vendeuses sur nos étals, dans nos marchés, sur les étals de nos marchés, n'ont pu rejoindre leur lieu de travail, qui dans les classes d'école, qui d'autres dans leurs bureaux. En un mot, les uns et les autres ont été perturbés par cette forte pluie de ce matin, au moment où ils s'apprêtaient justement à rejoindre leur lieu de travail ou leur école, leur classe. Et il faut rappeler qu'il pleut toujours très très fort. Hein? Oui, nous sommes dans une fort. période de pluie et en fin novembre, bien entendu, nous connaîtrons donc cette fin de la petite saison de pluie dans cette zone que je disais être une zone équatoriale au niveau du sud de la Côte d'Ivoire. Élisée Boloubeu, la pluie vous a-t-elle également gêné ce matin? Étiez-vous surpris déjà de voir de telles quantités de pluie descendre? Bon, peut-être que je dois me faire insulter, mais moi j'ai pris l'habitude, oui. Je pense qu'il faut utiliser les outils dont on dispose. Aujourd'hui, quand même, grâce à la Sodexam, on arrive à avoir des prévisions, des prévisions très précises, franchement. Et je voudrais inviter, la Sodexam régulièrement fait des points, fait des communiqués pour la veille, pour le lendemain, pour l'après-midi. Il faut qu'on ait ce réflexe-là aussi. Est-ce que c'est rentré justement dans l'habitude des populations? C'est ce que je dis, c'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on ait ce réflexe-là aussi de nous y référer. La Sodexam même s'est appuyée sur plusieurs relais, les médias de façon générale, le Centre d'information et de communication gouvernementale, les chaînes de télévision qui existent maintenant avec les rubriques météo, et ils ont des visuels qu'ils distribuent, vraiment qu'ils partagent, qui sont vulgarisés. Donc peut-être c'est le lieu pour les uns et les autres de commencer à adopter ces habitudes-là. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous allez sur le site de la Sodexam ou bien même si vous allez sur les allées de la Sodexam, vous verrez que ça a été prévu, ça a été précisé, et il faut qu'on commence à avoir ces réflexes-là. Ne dit-on pas d'ailleurs que celui qui a l'information a le pouvoir? C'est donc important de chercher à s'informer, surtout qu'aujourd'hui avec le changement climatique, on est vraiment dans un dérèglement, et si on n'a pas l'information à temps, on risque vraiment de se faire prendre dans, je ne dis pas, dans des pièges comme la pluie de ce matin ou la pluie de ce soir. C'est comme Maris le disait, on est surpris. Herman, justement, lorsqu'on a l'information qu'il y aura tel amende de pluie, tel niveau de pluie, quel est le dispositif justement qu'on met en place pour que les populations sortent ou pas? Bon, normalement, ce genre de dispositif-là, c'est le gouvernement qui devait le mettre en place. La Sodexam, son rôle, c'est de
prévenir et de vulgariser les alertes météo concernant les aléas qui peuvent arriver, mais les dispositions pratiques à travers notamment l'Office de la protection civile et le gouvernement qui devait pouvoir gérer cela. Et une fois même, j'avais déploré le fait ici qu'on ne puisse pas, lorsqu'on analyse les alertes météo de la SODETSA, qu'on n'arrive pas à demander aux populations, ne pas mettre leur vie en danger, de leur demander par exemple de façon responsable de rester peut-être dans les lieux où ils sont, ou soit dans la maison. Mais depuis là, ces genre de mesures ne sont pas encore prises, mais peut-être que les gens travaillent à cela. Mais moi, ce que je voulais dire, aujourd'hui, on constate bien, c'est ce qui doit appeler à une certaine urgence climatique. Les gens doivent prendre de plus en plus conscience. Les pouvoirs publics doivent, au niveau des décisions, prendre des décisions, je veux dire, rigoureuses pour pouvoir prévenir cela. Tout à l'heure, Lisée parlait de dérèglement climatique et changement climatique. Aujourd'hui, on constate bien que c'est vrai que c'est une période de pluie, mais ce n'est pas ces quantités de pluie qui tombent, de ces quantités de précipitations. Initialement, en tout cas. Initialement. Donc, vous voyez bien que ça change même nos habitudes en termes de culture agricole et autres. Il faudrait qu'au niveau des pouvoirs publics, il y ait des décisions soient prises. Très bien. Daouda, justement, quel est votre postulat sur ce point-là? Au-delà de l'information qu'il y aura tel niveau de pluie, on aura tel point praticable, comment prioriser justement la vie des populations à l'effet qu'elles ne sortent pas si toutefois on a des niveaux de pluie prévus importants? Moi, j'ai 2 points très rapidement. Le premier point, c'est que je me rappelle, il y a quelque temps, il y a eu des déguerpissements de la part du ministre-gouverneur, que ce soit au niveau du Banco, au niveau de certains quartiers précaires comme Bromakoté et autres. Christelle, vous imaginez que si... Moi, je pense qu'en son temps, il avait dit que je préfère frustrer des gens que de voir ces personnes-là mortes. Aujourd'hui, on constate agrément que ces pluies qui nous ont tous surpris, si concrètement il n'y avait pas eu ces personnes-là, est-ce qu'aujourd'hui vous avez entendu qu'il y a eu des morts dans X ou Y bidonville et autres? On ne veut même pas entendre ça. Et on ne veut même pas l'entendre. C'est pour dire aussi que ce sont des mesures qui sont prises pour pouvoir protéger les uns et les autres. Le deuxième point, c'est de dire aux gens de faire très attention. Parce que là, c'est vrai qu'on est en pleine émission, mais juste après l'émission, moi, je ne compte pas bouger, en fait. Parce que tant que la pluie ne s'arrête pas, je ne compte pas bouger. Donc, aujourd'hui, souvent, on a un manque de visibilité, on est dans notre véhicule. Faisons attention. Ça ne sert à rien de chercher à braver la pluie. À forcer pour rentrer. À forcer pour rentrer. Il faut juste attendre que la pluie baisse pour rentrer à la maison. Très bien. Voilà. Et c'est un très bon conseil. C'est sur justement ce conseil-là qu'on va justement fermer cette parenthèse. Mais la pluie, elle continue de s'abattre sur Abidjan. Faites attention. Attendez que cela se pose, comme on le dit, avant de partir, de rentrer chez vous. Parlons maintenant politique. Et je le disais justement à l'entame de ce temps d'antenne, de ce bras de fer au niveau du Front populaire ivoirien. Pourrait-on dire rebelote? On se souvient justement que nous étions en 2014 où le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, avait convoqué justement les juges pour empêcher une candidature du président fondateur, en tout cas de ce parti-là. Et il se retrouve aujourd'hui à son tour convoqué devant la justice par l'ex-vice-président Dago Godé. Daouda, est-ce rebelote, comme je le dis, qui vint par la justice? Peut-être sera-t-il mis en difficulté par la même justice? Bon, même si vous ne dites pas la citation de façon claire, j'ai envie de dire, moi j'ai plutôt envie de dire à malin et déni, dans la mesure où en 2014, vous le disiez si bien, M. Pascal Affi-N'Guessan convoquait M. Laurent Gbagbo en justice par le biais des Aboudraman Sangaré, des Assou Adou et autres, qui, je pense qui ont même fait la prison à cette période-là, pour pratiquement les mêmes raisons. Donc aujourd'hui, c'est M. Pascal Affi-N'Guessan qui est rattrapé par lui-même son boomerang judiciaire. J'ai envie de dire ça comme ça. Et du coup, selon ce qui a été dit, c'est que M. Dago Godé estime que... Que demande-t-il justement, Non, M. Dago Godé estime que M. Pascal Affi-N'Guessan a violé les textes internes de leur parti. Notamment, il parle de l'article 90, c'est pas 91, 92. Parce qu'en plus de ça, au niveau du FPI, il faut rappeler que M. Dago Godé est candidat face à M. Pascal à la présidence du FPI. Et donc, il a convoqué le comité le comité central en lieu et place du comité de contrôle qui est un outil interne de gestion. Malheureusement, ayant violé, selon M. Dago Godé, les lois dont il a été assigné en justice. Donc, on assiste à une bis repetita. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que
si M. Pascal Affi N'Guessan perd comme Laurent Gbagbo avait perdu en son temps, en 2014, va-t-il accepter le verdict de la justice? That is the question. Marius Komoué, sur quel postulat justement vous observez tout ce qui se passe au niveau du Front populaire ivoirien? C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de déception. Dans la vie de tous les jours de nos partis politiques que nous assistons justement à ces soubresauts dans la gestion quotidienne des partis politiques. Daouda l'a si bien rappelé, on a connu l'époque de M. Laurent Gbagbo, candidat à la présidente de ce parti, dont la candidature a été refusée par M. Affi N'Guessan, qui avait du reste saisi les juridictions et qui lui avait donné raison. Aujourd'hui, président des destinées du parti, il fait face à une nouvelle grogne dont le leader, semble-t-il, aujourd'hui est M. Pierre Dagbo Godé, avocat de son État, qui ne veut pas véritablement se laisser faire, étant entendu qu'il a été suspendu de toutes les instances de décision, en sa qualité de vice-président du parti, de toutes les instances de décision du parti. Il ne se laissera pas compter et il a donc voulu prendre la justice à témoin dès lors qu'il a dû certainement épuiser toutes les voies de recours au niveau des instances, au niveau interne du parti, en peut-être ne faisant plus confiance au comité de contrôle, encore moins au comité central qu'il a d'ailleurs suspendu. Et donc, il n'a fait que recours à la justice parce qu'au sein des formations politiques, tout comme des organisations de la société civile, lorsque justement une partie ou un camp se sent totalement lésé dans ses droits et après avoir épuisé les mécanismes internes mis en place pour le règlement des conflits, eh bien, il ne nous reste que la saisine de la justice pour trancher. Alors, encore une fois, va-t-on assister à ce que nous considérons comme un nomen tibis, étant entendu que M. Affi N'Guessan a eu la caution de la justice pour présider hier face à M. Laurent Gbagbo les destinées de FPI, est-ce que la même justice, au regard donc de la plainte formulée par M. Pierre Dagbo Godé, eh bien, est-ce que cette même justice ne va pas encore une fois, lui, Affi N'Guessan, le descendre pour remettre le parti entre les mains de M. Dagbo? Élisée Beloubeu, allons-nous vers l'implosion justement du FPI? Je ne le souhaite pas. À titre personnel, je ne le souhaite pas. Et puis, parce que j'estime pour ma part que quand on a traversé toutes ces péripéties qu'a traversé le FPI, quand on a vécu tout ce qu'on a vécu, je veux dire, depuis la naissance du multipartisme, avec tous les soubresauts en interne, la crise post-électorale, avec tout ce qu'on a vécu, arriver à ce niveau-là, pour finir ainsi, j'espère qu'on n'y arrivera pas. Et ça me pose vraiment un réel problème. Quand je regarde un peu des années 90 à maintenant, mais est-ce que le Asseyons-nous et discutons était-il un slogan ou c'était vraiment une volonté d'en faire, je vais dire, un principe de vie? Asseyons-nous et discutons vient du président du PPACI. Non. Asseyons-nous et discutons vient du président du FPI. De l'époque, qui est maintenant au PPACI. Voilà, mais qui a imprimé cette philosophie au FPI. Le Front populaire ivoirien, qui est le parti du dialogue. C'est-à-dire que le parti Asseyons-nous et discutons. Mais quand on regarde le cheminement, tant qu'on luttait pour avoir le pouvoir, on s'asseyait, on discutait. Tant qu'on avait le pouvoir, on s'asseyait, on discutait, mais quand on l'a perdu, on ne discutait plus. Et c'est ce qui, malheureusement, qu'on constate. C'est-à-dire toutes ces personnes qui avaient, je vais dire, porté ce slogan, qui avaient porté ce qu'ils appelaient un principe de vie, la discussion, mais aujourd'hui, d'où vient-il qu'on ne peut plus discuter? Et quand on a, je vais dire, on a des dissensions en interne, on saisit la justice. Et d'où vient-il qu'on en arrive là? Moi, je crois qu'il faut qu'on soit cohérent envers soi-même. Je dis aux gens du FPI, ça vraiment, c'est amical. Je pense que quand on a traversé tout ce qu'on a traversé, quand on a vécu toutes ces péripéties qu'on a vécues, la logique voudrait qu'on ne puisse pas encore revenir à toutes ces choses. Qu'on puisse, à un moment donné, comprendre que l'intérêt général est au-dessus de l'intérêt personnel. Et quel est l'intérêt général, justement? L'intérêt général, c'est que le parti reste soudé. C'est que le parti regarde l'objectif, in fine. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Là, on a une année exactement de la présidentielle. Est-ce qu'on veut compter dans la présidentielle prochaine ou juste on veut s'aggouter? C'est un exemple, je ne accuse personne, mais on veut s'aggouter sur des prébendes personnelles. C'est une question. Quand on a traversé toutes ces péripéties, quand on a vécu tout ce qu'on a vécu aujourd'hui, est-ce que c'est le lieu de se séparer?
Et je crois qu'à ce niveau-là, le FPI doit vraiment faire son mea culpa. Il faut que les responsables, que ce soit Dabo Godé ou bien que ce soit Pascal Affi-N'Guessan, comprennent que d'où ils sont quittés jusqu'au jour nécessite de leur part qu'ils fassent preuve de grandeur, s'asseyent pour discuter, trouver un terrain d'entente. Qu'on sorte ce dossier-là de la justice et qu'on le règle dans les instances du parti. Je pense que c'est encore possible. Herman, est-ce que justement le parti, en l'état actuel des choses, a les moyens de régler la question et de ne pas justement pousser encore en justice? Comme certains peut-être l'ont déjà dit, la première juridiction dans une association, dans une organisation de personnes, d'individus, c'est d'abord les tests. Aujourd'hui, c'est lorsqu'on a un problème d'interprétation des tests qu'on convoque la justice. Mais lorsque la justice prend le dessus, parce que c'est aussi son droit, on vous laisse des associations, organisations de vous organiser au regard de vos tests. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, nous on fait l'arbitrage. Dès lors que vous convoquez, le destin aujourd'hui du FPI, malheureusement, se retrouve dans la main de la justice. Aujourd'hui, les partisans de Pascal Affi-N'Guessan vont estimer que ceux qui sont en train de porter cette dissidence-là sont en train de gagner du temps parce que le congrès est prévu normalement le mois prochain. Les 8 et 9 novembre. Donc les partisans de Pascal Affi-N'Guessan vont estimer que ceux-là veulent leur perdre le temps. Mais en même temps, parce qu'aujourd'hui, au-delà de ça, il y a une crise de positionnement idéologique. C'est-à-dire? Naturellement, traditionnellement, le Front populaire ivoirien, c'est un parti de gauche, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan avait choisi, dans ses palabres avec le camp de Laurent Gbagbo, avait choisi de se joindre, de se rapprocher du RHDP. Il y a eu même un partenariat. Les gens disent que c'est un partenariat stratégique et autres, mais on a vu qu'ils ont porté ensemble des idéaux politiques pour aller à des législatives. Donc, ce partenariat, lorsqu'on fait un rapprochement qui est idéologique, vers un parti qui n'est même pas de notre vision idéologique, il faut attendre forcément à ce que certains se sentent à l'aise dans ce nouveau mariage et qui veulent rester. Donc moi je parle de cette guerre de positionnement idéologique, mais malheureusement c'est la justice qui va trancher. Et on se souvient bien, si je prends Aboudraman Sangaré, avait tout fait pour que Pascal Affi-N'Guessan évite d'envoyer le FPI à la justice. Il a estimé que c'était d'emmener le verre nous-mêmes dans le fruit, envoyer nos palabres, nos discours, puisqu'il y a le comité de contrôle qui peut régler les questions. Mais on espère que lui, cette fois-ci, qu'il accepte aussi le verdict de la justice, quand la justice peut-être va décider que ce sont les Dagbo Godé Pierre-là qui ont raison. Marius Komoré, à qui profite un peu tout ceci au niveau du pays? Est-ce que cela profite à une entité? Ah oui, mais pour un parti qui s'est créé dans le secret espoir de gouverner ou de prendre la destinée d'un pays, je crois savoir que si on réfléchit bien, cela va profiter justement au régime au pouvoir. Comment cela? Mais dans la mesure où les divergences de point de vue, au lieu de la cohésion au sein des partis, profiteront toujours, profiteront, puisque je parle de divergences, les divergences de point de vue, les divergences de positionnement, les questions de leadership au sein d'un parti, au lieu de consolider la cohésion au sein du parti, profitera toujours à un régime qui est en place, qui dirige déjà les destinées d'un pays. Et donc, je pense que le RHDP doit pouvoir se frotter les mains en ce moment. Élise, est-ce que vous partagez ce point de vue de Marius Komoré? Bon, de toute façon, un parti, quand il s'effrite, c'est toujours à l'avantage de l'adversaire parce que ça fragilise le parti. Voilà, ça crée plus de scissions et plus de scissions, ça permet à l'autre d'en profiter. Donc, toujours est-il que forcément, ceux qui sont opposés aujourd'hui au FPI seront les grands bénéficiaires. Mais je me dis que quand on a mené une lutte, surtout pour Pascal Affi-N'Guessan, depuis toutes ces décennies-là, je crois qu'il y a lieu quand même de voir dans quelle mesure, même s'il faut faire profil bas, moi je le dis, ce n'est pas qu'il a tort, mais même s'il faut faire profil bas, juste pour garder cette cohésion-là, parce que c'est important pour la suite, parce qu'il est considéré comme quelqu'un de modéré. C'est ce qu'on a de lui, de l'opinion. Je crois qu'il faut que cette marque-là, il puisse la défendre jusqu'au bout. Daouda, un dernier mot. Vous croyez à la réunification, du moins à la paix, à la stabilité, pour terminer? Moi, je pense pas au Front populaire ivoirien. J'ai bon espoir qu'ils vont y arriver, mais ça sera difficile. Parce qu'on est arrivé à un point où, de la même manière où Gbagbo Laurent a été obligé de contourner le caillou, de laisser l'enveloppe vide,
Aujourd'hui, je pense qu'au point où nous en sommes, l'un des deux camps sera obligé de laisser l'enveloppe, de contourner les cailloux et d'aller de l'avant. Mais malheureusement, pour revenir à la question que vous avez posée avant, c'est toute l'opposition qui se comporte de la même manière aujourd'hui, qui est en train de, aujourd'hui, malheureusement, faire le jeu du parti au pouvoir. Parce que quand on regarde les divisions, ce n'est pas seulement au niveau du FPI, c'est vrai que ça en est tête, mais même quand on regarde comment l'opposition se comporte aujourd'hui, les uns avec les autres, les attaques personnelles entre eux, finalement on se demande est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire le lit dans la Alassane Ouattara pour 2025. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Justement, nous, on va essayer de faire le lit de l'information au lieu de la désinformation ou de la mésinformation. Alors, il y a eu donc le sommet Africa Fact. Comment lutter contre la désinformation, surtout en période électorale? X ou Y aurait été aperçu ici alors que le monsieur couchait tranquillement chez lui. La thématique, elle est simple. Défis et stratégies innovantes pour contrer la désinformation en Afrique. Donc, c'est l'initiative du sommet Africa Fact Summit qui est organisé par Africa Check en collaboration avec Dubawa et Ghana Fact Accra, donc capitale du Ghana, qui a réuni les vérificateurs du continent. Oui, parce que ça existe. Des partenaires techniques et financiers, ainsi que des institutions internationales les 9 et 10 octobre. Alors, Élisée Boloube, il est plus qu'important à l'orée d'une élection présidentielle, surtout pour nous en Côte d'Ivoire, de parler de désinformation et mésinformation. Votre réaction? C'est un problème plus que crucial aujourd'hui. C'est plus que crucial de vraiment en parler, de lutter, de sensibiliser contre ce phénomène-là de la désinformation. Il vous suffit juste d'aller parcourir un peu, comment vous appelez, TikTok ou bien Facebook. Depuis le déclenchement, je dirais, de la tension entre l'AES et la Côte d'Ivoire, vous allez voir le nombre incalculable de fake news qui pilulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que ça doit être une lutte commune. On doit tous se mobiliser contre cette manière de faire-là, surtout pour nous qui allons à des élections, parce que c'est un contexte, c'est un terreau très fertile où des labos, nous on les appelle des labos, des laboratoires de fake news, vraiment se mettent en branle. Et je crois qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, à travers un ensemble de mécanismes, a décidé de lutter contre les fake news, avec la loi même sur la presse, avec la révision de la loi sur la communication, avec la PLCC qui a été mise en place. Vraiment, un ensemble de mécanismes a été mis en place. Aujourd'hui, on a la campagne Tous responsables en ligne, lancée par le ministère de la Communication. Ce sont des mécanismes pour lutter contre la désinformation, parce que la désinformation tue. Herman, justement, désinformation, mésinformation, lutte quotidienne pour nos États africains. Oui, mais je pense qu'on connaît aujourd'hui la pénétration de l'outil Internet dans les pays africains. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on est à près de 15 millions d'utilisateurs. Donc, il faut pouvoir, tout le monde aujourd'hui s'érige, moi je vous l'ai dit, parce qu'avant, l'information, c'était réservé aux professionnels journalistes qui devait traiter l'information parce qu'il faut traiter l'information donnée brute, même si c'est une information qui est factuelle, donnée brute sans tenir compte d'un traitement, ça peut créer une certaine désinformation. Mais aujourd'hui, on constate que tout le monde s'érige en ces professionnels des médias-là. On peut dire que ça montre un certain dynamisme, une certaine volonté de liberté, de libérer la parole. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Et voilà pourquoi ces initiatives comme Africa Check, Fact Check Summit, ces initiatives-là sont importantes pour emmener les populations justement à connaître, à maîtriser l'outil Internet et voir un peu les différenciations entre les messages qui doivent passer sur ces outils-là. C'est un événement qui a eu lieu les 9 et 10 à Accra, mais en réalité qui devrait pouvoir se répéter très souvent avant que nos pays africains puissent entamer la ligne des élections. Je pense que même au-delà de tout ce que... C'est vrai que ça a eu lieu ailleurs, mais à la vérité, vous savez que dans cette période qui est en train de commencer, il y a de nombreux pays africains qui vont entamer la période électorale. Tout à fait. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de pouvoir faire en sorte que les vérificateurs de tous ces pays-là puissent collaborer les uns avec les autres. Christelle, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, quand on regarde la zone ouest africaine, on fait face à une montée en puissance du terrorisme. Donc, les mauvaises nouvelles, la désinformation, les laboratoires de fake news qui sont mis ça et là, je ne vais pas citer le pays,
Voilà. Parce que ça existe. Oui, mais il y a même des données factuelles qui existent. Et n'oublie pas aussi qu'aujourd'hui, la guerre géostratégique entre l'Est et l'Ouest, aujourd'hui, s'est déportée sur notre continent. Bien sûr. Donc, toutes ces personnes-là utilisent des outils pour désinformer les gens. Et je pense qu'il est de la responsabilité de nos États de prendre le taureau par les cornes. C'est la première des choses. Donc, du coup, moi, la dernière fois, j'étais avec des gens, je disais, il faut qu'on, dès maintenant, que ce soit les journalistes, les politiques, les organisations de la société civile, il faut qu'on puisse se mettre ensemble. Sinon, on risque d'assister à un 2010 bis en 2025. Non, ce que Dieu l'interdise en tout cas. Marius, justement, comment responsabiliser le citoyen à l'effet qu'il puisse s'informer, avoir des sources crédibles, faire ce qu'on appelle le fact-checking avant diffusion d'informations? Là encore, j'allais vous dire tout simplement qu'avec l'omniprésence des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours des citoyens, il y a lieu justement que des balises soient véritablement mises en place par les pouvoirs publics. Et c'est en cela que nous saluons par exemple la création de la direction informatique des traces technologiques, la DITT, mais surtout sa branche en charge de la lutte contre la cybercriminalité, qui est la police de lutte contre la cybercriminalité. Mais au-delà de cet aspect des choses, il y a aussi les lois, quelqu'un le disait, c'est Élysée bien entendu, les lois sur la presse écrite, mais également la presse audiovisuelle, parce que l'État de Côte d'Ivoire a vu le danger venir de très loin depuis les premières heures de l'avènement des réseaux sociaux, de sorte que déjà dans les années 2000, l'État de Côte d'Ivoire a réfléchi sur le fonctionnement même d'abord des médias, les médias conventionnels, donc la presse et l'audiovisuel. Et donc la loi sur la presse et la loi sur l'audiovisuel de 2004, qui ont été donc actualisés en 2004 au travers d'une ordonnance, ont permis aujourd'hui de réguler le secteur des médias avec la création donc de la haute autorité, de l'autorité nationale de la presse, mais également de la haute autorité, la ACA, la haute autorité de la communication audiovisuelle. Et donc, c'est des éléments que l'État a mis en place, mais au-delà de ces éléments, il y a aussi la RTCI, l'autorité de régulation. Donc il y a des mécanismes en réalité. Les mécanismes sont là. Il revient maintenant d'éduquer les populations à travers donc, les mécanismes dont dispose l'État pour une meilleure sensibilisation de nos citoyens sur l'usage donc, des réseaux sociaux et surtout éviter les fake news qui naturellement sont aujourd'hui pénalisés. C'est bien ça, hein. Oui, sont pénalisés par donc, nos dispositions légales en la matière. Très bien. Alors, messieurs, justement, on va juste fermer ce point et l'ouvrir une autre fois pour laisser venir le professeur Amissa Augustin Adima. Alors, il est le directeur de la vie scolaire, conseiller spécial. Pourquoi vient-il sur ce plateau? Il vient simplement pour parler de la première édition des Olympiades des métiers. Et c'est initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Vous allez voir, c'est très intéressant. Bonsoir, professeur. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On parle de la première édition des Olympiades des métiers. Alors, pour ceux qui nous regardent, de quoi s'agit-il? Bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous saluer et de vous dire, de vous remercier de m'avoir c'est notre grand plaisir, permis d'être sur ce plateau, d'être assis à côté des éminents journalistes, parce que quand nous ne sommes pas là souvent à la maison, on prend le temps de vous voir. Donc mon idole, c'est celui qui est... C'est très gentil. Donc je tiens à vous remercier et profiter de l'occasion pour remercier la direction générale de Live TV et qui me permet de parler d'un événement important qui va se dérouler du 4 au 7 novembre 2024 au lycée technique d'Abidjan. De quoi s'agit-il justement? Il s'agit des Olympiades des métiers ou Jeux olympiques des métiers ou WorldSkills. Olympiade des métiers, Jeux olympiques ou WorldSkills, ça c'est le WorldSkills, ok, voilà, yeah, I get it. Oui, c'est bien sûr. international parce que c'est quelque chose qui vient de l'Europe. C'est-à-dire qu'après les deux guerres, il fallait reconstruire en fait l'Europe. Donc ils avaient besoin de main-d'œuvre qualifiée et de main-d'œuvre compétente. On a bien perçu. Mais qu'est-ce que vous avez mis dedans, justement, au niveau des Jeux Olympiques, justement, de ces World Skills? Je peux compléter ça même. Oui, bien sûr, Herman, allez-y. Quel est le concept de World Skills Côte d'Ivoire 2024? Mais en fait, c'est le concept de World Skills Côte d'Ivoire 2024.
c'est le même concept que le WorldSkills international. Hein. Donc ici, c'est de faire en sorte de promouvoir en fait, les métiers, de détecter les talents, et surtout en fait de faire en sorte que les entreprises et nos écoles et puis nos apprenants ont créé un pont pour faciliter les insertions. C'est quoi? C'est sous forme de compétition? Oui, c'est des compétitions. Okay. C'est des compétitions réelles, hein, mais bon, qui sont en fait ouvertes à tous les publics. Ça se fait dans un espace ouvert pour que les gens puissent découvrir en fait nos métiers. Ah, très bien. Élisée, question? OK. Si je comprends bien, hein, ça veut dire que c'est des étudiants formés, c'est-à-dire des apprenants au niveau du lycée technique de la formation professionnelle, qui sont formés à des métiers et donc qui viennent compétir sur la base d'un thème, d'une thématique pour donner des solutions. Exemple de compétition. C'est un peu ça. Oui, en fait c'est pour évaluer. En fait, je ne sais pas des étudiants, soit des apprenants. Des apprenants, oui, des apprenants. Nous, quand on sort, on va travailler directement. Voilà, d'accord. Donc, des apprenants, exemple de compétition, ils auront à faire quoi en compétition? Par exemple, la cuisine. Et la cuisine, ici, cette année, il y a une innovation. Ce sont les entreprises, en fait, qui vont sponsoriser en fait, nos métiers. Par exemple, la cuisine, c'est une entreprise de la place qui sponsorise, qui viendra avec nos experts, donner un sujet. Okay. Bon, c'est un sujet, donc pour que nos enfants, peut-être, ça peut être de faire quelque chose. Donc, ils vont essayer de faire un plat innovant. Ça a eux seuls qui vont nous dire, parce que moi, je suis pas... Très bien, oui, bien sûr, on comprend. Donc, on comprend. Voilà. Très bien. Marius, question? Alors, quels sont à ce jour, hein, et au regard de tout ce que vous avez expliqué, quels sont les objectifs réels que visent justement les Olympiades, mais surtout les enjeux pour la Côte d'Ivoire? Les enjeux sont multiples. Bon, tout part en fait de la vision de notre ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, M. Kofi Ngessan. Qui est laquelle, la vision? Qui est de repenser, de revaloriser la formation professionnelle, l'enseignement technique pour soutenir le développement économique de notre pays. Très bien. Donc il va s'appuyer sur deux programmes qui sont l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents. Moi, je ne vais pas m'attarder sur l'école de la deuxième chance parce que vous l'avez vu sur les plateaux. Bien sûr, oui. Sur les différents plateaux, il a bien expliqué, ça se voit. Et puis, ce n'est pas l'objet. Restons sur Abidjan. Voilà, maintenant, l'école de l'Académie des talents. L'Académie des talents, pour le ministre, en fait, elle est la première qui rentre dans ce dispositif. Quand il sort, directement, il travaille ou il crée son propre business. Très bien. Parce qu'il y a, comment on appelle, il a les compétences, il est bien formé, il y a une école d'excellence qui est mise en place. Donc, nous, en fait, ce qu'on veut faire, nos objectifs, c'est de faire en sorte, en fait, la direction de la vie scolaire, c'est de faire en sorte qu'on puisse promouvoir, en fait, les compétences de nos enfants, de nos apprenants, pour qu'ils puissent aimer, en fait, ce qu'ils font. Et qu'ils soient heureux, en fait, quand ils viennent, comme on appelle, dans notre ordre d'enseignement. Et ça, c'est ça, en fait, l'objectif. Mais ça va plus loin. Parce qu'au travers comment on appelle, de ces Olympiades, c'est de mettre en lumière, en fait, ces métiers, parce que nous allons inviter la population à venir voir, comment on appelle, nos apprenants en pleine compétition. Ah, très bien. Et surtout détecter les talents. Détecter les talents, oui. Daouda va pas poser une question. Oui. En fait, M. Amissa, je peux vous dire que je suis en admiration devant ce projet-là parce que je suis un ancien de votre ministère. C'est pour ça que j'ai dit que... Voilà, parce que la vérité... Non, non, c'est pas qu'on se retrouve, il n'y était pas encore quand moi j'y étais. D'accord, mais la vérité, j'ai toujours estimé que l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire était les parents pauvres. Les gens ont toujours mis cet enseignement-là derrière et je vois que quand on met la maçonnerie, la plomberie, la boulangerie, la domotique et plein de choses comme ça en compétition dans ces Olympiades-là, j'avoue que... Compétition publique, hein? Oui, c'est public. Et du coup, le fait que ce soit, comment on appelle ça, sponsorisé par des entreprises, en fait, ça permet de mettre ces enfants-là vis-à-vis directement sur le marché de l'emploi, en fait. Et j'avoue que c'est une très bonne chose. Mais concrètement, au-delà de tout ça, les enfants, ils vont gagner quoi? Ou bien les écoles, ils vont gagner quoi? Comme prix. Parce que là, je pense que c'est des prix qui vont faire bousculer les établissements. Et aussi, au-delà des prix, hein, est-ce qu'il y aura des débouchés, justement, pour ceux qui vont gagner oui, en fait, c'est pour ça que j'ai dit que ça rentre dans l'ordre direct de l'Académie des talents. Parce que
Les meilleurs, bon, ils auront des bourses, parce qu'ils auront des bourses. Et surtout, en fait, ce que nous on veut, hein, c'est faire en sorte que nos apprenants qui soient en contact direct avec les entreprises, qui sont compétents. Des bourses pour l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour l'extérieur, ouais. Pour continuer les études. Pour continuer les études. Okay. Ça, le ministre le fait déjà, parce qu'il a eu plusieurs concours comme ça, et il a donné les bourses aux meilleurs, aux meilleurs apprenants. Donc nous également, ce que nous souhaitons, nos apprenants, on contacte direct avec les entreprises, parce que les entreprises vont détecter comment on appelle, les compétences. Bah oui, si tout le monde est là. Les compétences. Et surtout les prix, ce n'est pas nous qui donnons les prix, ce sont les entreprises qui donnent les prix. Ah, très bien. Cette compétition, c'est les entreprises qui est la cheville ouvrière. C'est eux qui vont tout organiser, c'est eux qui vont habiller. C'est excellent. Tout va habiller tous les compétiteurs. Et à la fin, c'est eux qui donnent les prix. Et les prix, je ne sais pas, parce que les prix, j'ai vu quelques prix. Et c'est intéressant, au moins, je veux dire. Non, déjà, la bourse, c'est déjà très bon. Et puis l'emploi. Oui, l'emploi. Alors, on va faire... Même il y a beaucoup de stages d'emploi, pas mal de stages d'emploi. On fera juste un petit tour de table pour que tout le monde puisse intervenir rapidement. Herman, une question? Moi, rapidement, je vois qu'il y a des zones, des villes qui ont été choisies pour les présélections, Gagnoa, Bouaké, Korogo, Abidjan. On comprend que bien que ce n'est pas dans toutes les régions. Qu'est-ce qui a motivé ces choix de ces villes-là? Qu'est-ce qui a rendu ça pertinent? En fait, c'est en fonction des dispositions de nos lycées, en fait. Voilà. Bon, on prend Gagnoa et puis en fonction des métiers. En fonction des métiers, Gagnoa, il y a eu 2 métiers, il y a eu maçonnerie et puis il y a eu les bénisteries. Donc il y a eu Lakota, il y a eu Daloa. Des villes aux alentours. Sans besoin qui sont venus, c'est beaucoup plus facile pour les déplacements. Ils ont compétit déjà. Là, actuellement, c'est Bouaké et Korogo qui ont fait les présélections. Et du 25 au 26, ça sera le temps d'Abidjan. Très bien. Voilà. Élisée? OK. Moi, je note 2 choses essentielles dans les propos. Déjà, je vais dire cette synergie entre le secteur public et le secteur privé qui est matérialisée à travers ce concours-là. Mais surtout, l'élément fondamental, c'est le fait qu'aujourd'hui, on arrive à mettre au cœur de notre développement des métiers essentiels qui jadis étaient considérés comme des métiers de seconde zone, mais qui en réalité font la force aujourd'hui des nations, même les nations les plus fortes. Aujourd'hui, être maçon ou bien être plombier au Canada, il n'a rien envié un ingénieur. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin. Souvent, même à la maison, on a des petits problèmes, on ne peut même pas régler. On est obligé d'appeler des gens pour venir faire, alors qu'on a nos diplômes d'ingénieur en train de nous balader. Donc ça, c'est quelque chose que je note. Maintenant, ce que je veux comprendre rapidement, sur la dernière question pour moi me concernant, c'est que quand on finit ça, est-ce que les solutions qui seront obtenues par ces jeunes-là, c'est-à-dire, je prends l'exemple, si en mécanique, on leur a donné un thème et qu'ils sont arrivés, par exemple, à créer un moteur, par exemple, est-ce qu'il y a une vision de promouvoir cela, de le rendre à l'échelle nationale et d'en faire un produit made in Côte d'Ivoire? Bon, en fait, c'est pas l'objectif des Olympiades. Des Olympiades, en fait. Okay. C'est de mettre en compétition les compétences des apprenants. C'est-à-dire, par exemple, je prends une entreprise, comment on l'appelle, automobile, qui va déposer 5 voitures, il n'y a pas de brevet, 5 voitures. Il va mettre, par exemple, des pannes. Et des pannes de haut niveau. C'est voir, en fait, comment l'apprenant, les apprenants va se comporter, à arriver à atteindre l'appareil. Et ça permet aussi, c'est un indicateur pour notre formation. Voir si nos apprenants sont bien formés ou pas. Très bien. Donc, ils sont là pour voir aussi, pour nous donner des conseils, si les choses se passent bien ou mal. Voilà. Marius, question? Alors, comment se fera donc la présélection des structures donc, qui vont compétir? Et puis, enfin, avez-vous pensé un temps soit peu à associer la Chambre des métiers, puisque nous parlons donc des artisans de demain? Bon. Là, disons qu'à Bouaké, ils ont associé la Chambre des métiers. À Gaïoua aussi, ils ont associé la Chambre des métiers, comment on appelle, à Korogo également aussi. C'est bon. À Abidjan, ça serait difficile parce que nous, ce sont les entreprises même qui pilotent en fait la finale. Donc en fait, on fait ça parce qu'on veut créer un pont entre le monde industriel et puis nos écoles. Okay. Et puis, à la fin, le matériel que les entreprises vont apporter, sur lesquels nos enfants vont compétir, à la fin, je ne sais pas, peut-être que
si la grâce de Dieu tombe sur eux, ils vont dire, bon, prenez, envoyez ça chez vous. D'accord. Daouda, dernière question. Monsieur le directeur, sincèrement, j'ai envie de vous embêter un peu sur cette question-là. C'est très important pour moi. Parce que quand souvent on voit le centre des métiers de Koumassi, qui sont dans les bénisteries, et souvent de fois, dans notre éducation nationale, généralement, on a des problèmes de table-banc. Pourquoi est-ce que, par exemple, l'enseignement technique et la formation professionnelle ne pourrait pas fabriquer des tables-bancs pour nos écoles? Généralement, on attend l'État dit on a dépensé tel nombre de milliards dans les tables-bancs, pourtant on a des enfants qui peuvent le faire. Et ils sont très bons en plus. Et même la Chambre des métiers également. Je pense que c'est des choses qui vont venir très bientôt avec le ministre. Hein. Donc, les mettre à contribution. Les mettre en contribution, et je pense que ça va se faire. Et là même, bon, ça se fait dans plusieurs centres. Hein. Mais bon, vous savez, le problème de passation des marchés, c'est pas aussi facile que ça. Oui, mais est-ce que ça peut pas être une vision, justement, une vision de l'État, parce qu'on a des personnes qui sont outillées pour fabriquer ces tables-bancs. Parce que dans l'école Mohamed VI, si tu permets, à l'école Mohamed VI, par exemple... Qui est située où? À Yopougon. Parce que les enfants de là-bas... Yopougon. Siporex. Très bien. Voilà, au lycée technique, là. Voilà. Oui. Du coup, là-bas, ces enfants-là qui sont dans l'hôtellerie, déjà, vraiment, ils sont appelés pour faire souvent des travaux en extérieur. Mais je peux te dire, Christelle, les enfants de Mohamed VI, ils sont très bons. Je les ai vus à l'œuvre, ils sont bons. Ils le font, même bon, ils arrivent aussi à faire manger. Ceux qui veulent manger, c'est pas, il y a un restaurant. En tout cas, il y a de la matière en Côte d'Ivoire pour être autosuffisant avec la matière qu'on a. Oui, il y a la matière, et puis en plus ils sont compétents. Donc là, c'est pour ça qu'on vient dire qu'au travers des Olympiades, que bon, voilà, nous avons des élèves compétents. Et donc, n'allez pas chercher loin, venez les chercher et venez aussi à nous accompagner, parce que c'est vrai que bon, l'enseignement technique est dit, c'est l'enfant pauvre, mais avec l'arrivée du ministre, donc là, je pense que les choses ont commencé à changer. Les lignes ont commencé à bouger, et je pense que très bientôt, vous serez les enfants riches. Très bien. Merci beaucoup. Pour finir, un mot, oui, rapidement. Bon, l'enseignement technique, c'est le passeport de la vie. Hein. Tous les métiers, nous sommes assis aujourd'hui, nous sommes assis sur des tables, des chaises, etc. Ça vient de chez nous, ça vient des artisans, donc il faut encourager ces métiers-là. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le professeur Amissa Augustin Adima et vous étiez là pour nous présenter la première édition des métiers initiée donc par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci d'être venu. Merci et beaucoup. très bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Nous restons ensemble. Hein. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne qui sera essentiellement consacré justement à l'élection à la tête de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire qui aura lieu le 26 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Nous étions, je crois, il y a quelques jours, messieurs, avec 2 candidats. Aujourd'hui encore, 2 candidats nous rejoignent. Il s'agit de M. Gonyi Glédé Alain. Vous êtes tête de liste de Intégrité, Dignité, Excellence. Et à côté de vous, M. Balo Ousmane, qui gère la liste Solidarité, Travail et Progrès. Messieurs, Herman Aboua, Marius Komoé, Élisée Boloube, on sera là ensemble pour vous poser des questions. La première, pourquoi décidez-vous d'aller à cette élection pour gérer l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire? Candidat Gonyi. Merci, madame. Nous avons décidé d'aller à cette élection en conduisant la liste Intégrité, Dignité, Excellence, parce que nous sommes constitués, cette liste est constituée de professionnels qui exercent ce métier depuis de longues dates, depuis de nombreuses années. Lesquels, par exemple, on peut avoir un chiffre? Oui, qui sont des formateurs même à l'INFAS, qui est l'Institut national de formation des agents de santé. Nous avons un sous-directeur, chef d'antenne. Nous avons un conseiller technique de Madame la directrice générale de l'INFAS. Nous avons des personnes outillées à dispenser des cours de discipline, des cours de droit. Donc nous pensons que l'ordre étant là pour réguler la profession, c'est à bon droit que nous nous présentons pour canaliser et mettre vraiment de l'ordre comme son nom l'indique. Pour meilleure précision, cela fait combien de temps que vous exercez ce métier-là? Moi, personnellement, j'exerce ce métier depuis 24 ans. 24 ans, très bien. 24 ans. Écoutons maintenant le candidat Balo Ousmane. Pourquoi désirez-vous être président de l'Ordre? Merci, madame, pour l'invitation que vous nous avez donnée pour venir sur ce plateau. Alors,
il faut dire que nous voulons être candidats à la présidence de l'Ordre des infirmiers de Côte d'Ivoire parce que nous estimons que nous avons le meilleur profil pour diriger cet organisme. Il faut dire que nous avons donc effectué des voyages à l'étranger, des formations spécifiquement sur la gestion des ordres professionnels. Alors, donc c'est ce qui nous amène également à être candidats. Et il faut dire que nous sommes présidents associatifs, alors que l'ordre, c'est l'aboutissement d'un cheminement associatif. Alors, donc c'est le couronnement donc, de tout l'effort que nous avons fourni depuis belle durée. Donc, il n'est pas normal que nous trahissons donc, tous nos camarades qui nous ont fait confiance. Donc, nous avons décidé d'être candidats pour apporter notre expérience donc, à l'ordre professionnel des infirmiers. Depuis combien de temps exercez-vous? Alors, nous exerçons donc depuis 2003. Cela fait donc pratiquement 21 ans que nous sommes donc dans la profession. Très bien. Messieurs, commençons par Herman, ensuite Marius. Alors, la question, cette même question, on a posée ça à vos confrères la semaine dernière. C'est aujourd'hui, quand on voit certains comportements de ceux qui sont chargés des soins, notamment des infirmiers, on a déjà vu ici que le pouvoir public a dû arrêter, la justice a arrêté certains infirmiers qui se donnaient à des actes de vente de façon illégale de seringues, de plein d'autres matériels médicaux dans le stock. Qu'est-ce que, aujourd'hui, concrètement, vous comptez faire pour ramener une certaine quiétude, une certaine sérénité pour faire passer ce message pour qu'on ne puisse pas avoir des infirmiers qui soient impliqués dans ce genre d'action? Très bien. Allez-y, candidat. Goyi. Je pense qu'il faut minimiser ces actes-là que vous êtes en train de dénoncer parce que les infirmiers, dans leur grande majorité, sont conscients de leurs tâches, de leurs activités. Ils sont formés sur 3 années dans une école d'excellence. Ils sont donc munis de diplôme d'État et ils exercent leur profession avec les professions conformes aux données de la science. Mais les faits que dénonce Herman existent bien ou pas? Existent quand même, il ne faut pas les cacher, ce sont des faits qui existent. Mais c'est pour cela d'ailleurs que l'ordre se met en place pour être le policier ou le gendarme entre griffes de la profession, continuer à former et même au-delà de l'INFAS, il faut continuer à encadrer, à former. Voilà. Très bien. Candidat Ballot. Alors, merci madame. Je pense que pour répondre à cette question, il faut se référer à l'exposé des motifs. Les raisons qui ont amené notre ministre de tutelle à se rendre à 2 reprises. D'abord devant l'Assemblée nationale et ensuite devant le Sénat pour plaider la création d'un ordre professionnel. Alors notre ministre de tutelle a été donc clair. Il a dit que depuis plus d'une dizaine d'années, on note un effritement progressif des aspects éthiques et déontologie dans l'exercice de la profession infirmière. Et de plus en plus, un grand nombre d'infirmiers sont traduits devant les juridictions pour faute professionnelle, raquettes et autres. Donc c'est l'une des raisons qui l'a amené donc à plaider la création d'un ordre professionnel. Alors moi je pense que l'ordre professionnel arrive à point nommé. Donc c'est une occasion donc, pour régler tous ces problèmes qui sont décrits donc, dans le système de santé. Très bien. Marius? Alors, M. Goyi Grédé Alain, vous êtes tête de liste, tête de la liste, intégrité et dignité, qui voudrait naturellement prendre la destinée justement de votre corporation entre ses mains. Est-ce à dire que vous avez constaté au sein de votre corporation que des valeurs d'intégrité, les valeurs donc de dignité ont naturellement laissé la place à un certain nombre de comportements peu orthodoxes dans l'exercice de leurs fonctions par le corps infirmier et infirmières diplômés d'État? Ah non, pas que les valeurs n'existent plus. Les valeurs d'intégrité, de dignité, d'excellence ne sont plus de mise dans la profession. Seulement qu'il y a des moments où on sent des écarts qui ne sont pas conformes aux données de la science. Donc la formation, la répétition fait partie de l'excellence. Il faut donc continuer à expliquer, il faut continuer à encadrer, il faut continuer à former pour que les habitudes et les bonnes habitudes qui sont déjà acquises à la base au moment de la formation, que ces bonnes habitudes-là ne nous échappent pas. Très bien. Candidat Ballot? Alors, à ce niveau, il faut dire qu'il y a un grand nombre d'infirmiers qui sont conscients de leurs tâches et qui font leur travail de façon exemplaire avec professionnalisme. Alors, lorsque on se campe simplement en voyant tout ce qui se passe donc, dans le milieu hospitalier comme écart, cela met donc à mal l'attitude et ce que toutes ces personnes-là apportent donc, pour le bien-être de nos populations. Alors, mais c'est une réalité, comme nous l'avons dit, c'est quelque chose
qu'il ne faut pas cacher, qu'il ne faut pas occulter. Parce que déjà, même l'ex-premier ministre en son temps disait que l'école vous donne la connaissance, vous donne le savoir, mais au-delà de la connaissance, il a le savoir-être, le comportement. Alors, et c'est l'un de nos mots. Et donc, pour lui, il est important donc, de mettre l'accent sur cela. Et en tant qu'outil ordinal, il est important donc, de toucher donc, de près ce problème. Élisée, question. Moi, je voudrais déjà rassurer les candidats pour leur dire que moi, j'ai beaucoup d'estime et de respect pour la profession d'infirmier et d'infirmière. La promotion de santé de façon générale, pour moi, c'est des métiers de sacerdoce. Et je salue vraiment tout ce que vous faites au quotidien. Mais vous convenez aussi avec moi que, comme toute activité humaine, elle n'est pas parfaite. Il y a des failles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous avez fait des diagnostics de la situation aujourd'hui des infirmiers et des infirmières et c'est quoi ces diagnostics-là et comment est-ce qu'on peut éventuellement améliorer cette situation? Alors donc, ce sera pour parler d'un pan de vos différents programmes, justement, pour améliorer cette situation. Commençons par vous, candidat Gonyi. D'accord, merci. Oui, nous avons pleine conscience de quelques écarts quand même qui sont dénoncés, que tout le monde sait, que la population sait. C'est pour cela que nous avons élaboré un programme. C'est à dessein et ce programme est conforme à la loi même instituant l'ordre à son article 3. Nous allons par exemple prendre le bâton de pèlerin et faire donc le tour des centres hospitaliers, la Côte d'Ivoire, pour échanger avec les collègues sur la notion de l'ordre même. Parce qu'on a tendance à écouter certains, on a tendance à confondre l'ordre, les associations, les syndicats, même des questions nous sont posées quand nous partons en campagne. Donc nous allons prendre le bâton de pèlerin pour bien expliquer ces situations et ne pas confondre les trois entités. L'un ne conduit pas forcément à l'autre. Très bien. Ensuite, nous allons donc expliquer le code de déontologie. Ce code de déontologie est déjà très avancé. L'État même nous a dévancé en édictant le code de déontologie à travers le projet de loi qui a été déjà adopté au niveau du Parlement et qui se trouve au niveau de la Chambre haute du Parlement, donc au niveau du Sénat. Et très bientôt, ce code de déontologie deviendra un instrument juridique de la Côte d'Ivoire. Nous allons prendre le temps de l'expliquer parce qu'à l'intérieur de ce code-là, nous avons les droits et devoirs du praticien, du professionnel infirmier, infirmière, mais nous avons également les droits et devoirs de la population, les usagers des services hospitaliers. Écoutons la réaction du candidat Balou. Alors, moi, je pense que le diagnostic est clair. Alors, l'une des préoccupations majeures donc, des infirmiers se situe au niveau de la formation. Au niveau de la formation, vous savez qu'aujourd'hui, l'école des infirmiers, donc l'INFAS, donc, a muté dans un nouveau système d'enseignement qu'on appelle le système LMD. Donc les infirmiers attendent beaucoup donc, de ce système. Et c'est l'une de leurs préoccupations de voir également un jour donc, leur diplôme donc, avancer, avoir donc, une valeur au-delà du diplôme d'état d'infirmier. Ça, c'est vraiment un diagnostic important pour la profession infirmière. Mais au-delà, il y a l'organisation, une meilleure organisation de la discipline. Puisque en milieu hospitalier, il est important aujourd'hui de savoir quelles sont les limites de l'infirmier. Parce qu'on a tendance à dire que lorsque cela dépasse votre limite, il faut référer. Mais quelles sont ces limites? Alors donc, il faut donc identifier tous les actes que les infirmiers donc, doivent poser, que ce soit donc, dans un CHR, dans un hôpital général, dans un CHU, pour que l'infirmier sache donc, à quoi s'en tenir. Très bien. Alors, okay. Vous chutez? On va parler avec le troisième candidat qui est là, mais chutez votre phrase, je vous en prie. Donc, c'est un élément important donc, pour faire avancer la profession infirmière. Alors, l'autre élément également, c'est que, quel que soit le lieu d'exercice, que vous soyez à Korogo, à Tengrela, à Abidjan, à Bounois, lorsque vous dispensez des soins de santé à la population, nous devons avoir donc la même façon de procéder. Très bien. Alors, donc, il est important donc, de mettre des protocoles de soins validés au plus haut niveau pour que les infirmiers donc, puissent mieux exercer leur discipline. Nous avons un troisième candidat qui nous a rejoint. Il s'agit de M. Kofi Kan, qui est tête de liste de leadership soignant, n'est-ce pas? Alors, bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous avez pris la place d'Herman. Pourquoi voulez-vous gérer justement l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire? Dans votre réponse, mentionnez justement le nombre d'années de profession que vous avez. Allez-y. Merci. Notre plaisir. Je suis docteur Kofi Kan, infirmier, docteur en soins infirmiers. Vous exercez 2008 dans l'ordre du mérite national de Côte d'Ivoire et tête de liste de leadership soignant. Voilà, et je suis infirmier diplômé d'État depuis 1982. Donc ça fait combien ça fait? Oui, depuis 1982. On est donc à combien? Ça te fait 42 ans. 42 ans, très bien. Et vous estimez avoir le meilleur profil pour gérer l'ordre? Pour gérer l'ordre, qu'est-ce que c'est d'abord?
L'ordre professionnel est une structure scientifique d'organisation, de surveillance et de la pratique des soins infirmiers. Et donc, une structure scientifique requiert que les gérants de cette structure possèdent... Parlez dans le micro, inclinez bien le micro, voilà. Allez-y. Voilà, donc cette responsabilité requiert que les différents potentiels maîtrisent d'abord la science qui fait l'objet de surveillance pour lequel, depuis le 13 octobre 2022, le Parlement ivoirien a voté une loi pour conférer au personnel infirmier de Côte d'Ivoire la gestion des affaires de cette profession au nom de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, à ce titre, votre serviteur, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, votre serviteur est le seul infirmier qui est nanti de la qualification de docteur en soins infirmiers, donc qui maîtrise la recherche scientifique et donc les contours scientifiques et professionnels de cette activité professionnelle. Élisée Boulouba, une question pour vous. Excusez-moi, dans votre présentation, il y a une clarification qui me semble nécessaire. C'est quoi un infirmier docteur en sciences, en soins infirmiers? C'est quoi en fait? En fait, un infirmier docteur en soins infirmiers, c'est un infirmier d'abord qui à la base a été diplômé d'État. Ok, d'accord. Premier niveau de formation. Le deuxième niveau de formation, après un concours professionnel, parce qu'en Côte d'Ivoire, généralement, tous les infirmiers sont fonctionnaires. C'est ça. Donc après un minimum de 4 années, 4 à 5 ans, il accède à un concours professionnel pour accéder au deuxième niveau de formation qui est le DESS avec recherche en soins infirmiers. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, dans le système LMD, cela correspond au master en soins infirmiers. Ok. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, maintenant, c'est le doctorat en soins infirmiers. Ici, il n'est pas offert dans le système français et le système ivoirien. Il faut sortir de ce système-là pour aller en Amérique du Nord. Et moi, j'ai pu obtenir une bourse de coopération, une bourse d'excellence du programme canadien de bourse de la francophonie de 1996 à 1999 pour pouvoir effectuer les études doctorales de 3e cycle à l'Université de Montréal au Canada, de 1996 à 1999. Donc, il vous donne la position donc, de docteur. Et docteur en soins infirmiers. Très bien. Quand on a dit ceci, Marius Conway, question pour lui, parce qu'il nous prend un peu en retard. Oui, en effet, parce que, bon, mine de rien, le slogan qu'il utilise dans sa campagne... leadership soignant. Le leadership soignant. Je voudrais bien que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que vous entendez par ce slogan. Très bien. Le leadership soignant est un slogan fédérateur de tous les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Très bien. Le concept leadership est emprunté de l'anglais, mais il est utilisé dans le management en français. Voilà. Donc leadership, il y a une racine leader qui veut dire dirigeant, ship qui veut dire bateau. Donc, le bateau du dirigeant. Maintenant, quelle est la nature de ce bateau? Le bateau soignant. Donc, leadership soignant, le bateau soignant, qui embarque tous les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire dans l'optique d'accéder à une pratique professionnelle et sécuritaire pour assurer des soins de qualité à la population. Très bien. Quand on dit ça, question maintenant pour les trois. Élisée, une toute dernière question. Moi, je vais poser une question à chacun. Oui. Et c'est un peu vicieux, hein. Donc ça, je le dis honnêtement. Ça va permettre à je vais dire ceux qui doivent vous voter de savoir si vous les connaissez vraiment. Ce n'est pas dans vos habitudes en tout cas. Oui, c'est pas dans mes... Je vais essayer de le faire aujourd'hui. À la première, à M. Ousmane, c'est ça non, Ousmane? M. Ballo. M. Ballo, pardon. M. Ballo, je vais vous demander, il y a combien d'infirmiers en Côte d'Ivoire? Infirmiers. À son voisin à côté, je vais demander, il y a combien d'infirmières en Côte d'Ivoire? Et puis enfin, au docteur, je vais demander, infirmiers et infirmières réunis, ça fait combien? Sous-entendu que vos responsables suivent l'émission et sauront effectivement si vous savez combien ils sont dans la corporation. Et même les votants. C'est un peu vicieux, comme je l'ai dit, mais ça permet de savoir qui on veut vraiment gérer. Commençons par le candidat Ballo. Alors, bon, je pense que selon le RAS 2023, on dénombrait... Le RAS, c'est quoi? Le RAS, le recensement des agents de santé. Ok, voilà. d'accord. Donc, en 2023, donc, le nombre d'infirmiers s'élevait à plus de 16 000. Alors, infirmiers, hein? Infirmiers. D'accord, 16 000. Infirmiers, oui. Non, infirmiers tout court, c'est ce que vous avez demandé. Voilà, donc plus de 16 000 infirmiers. D'accord. Très bien. Alors, seconde question, candidat Gonhi. Oui. Le nombre d'infirmières. Combien d'infirmières, c'est ça? S'il vous plaît, avec votre permission, est-ce qu'on pourrait revenir sur les premières questions? Est-ce que vous acceptez, vous tolérez le débat contradictoire?
Bien sûr, bien sûr. Allez-y, si, bien sûr. Il y a aucun souci. Voilà, parce qu'il y a des choses que nous avons annoncées déjà dans toutes les étapes de notre campagne. Nous pensons que quand nous venons sur une chaîne assez importante, regardée par toute la Côte d'Ivoire, il faut dire la vérité. Allez-y, je vous en prie, allez-y directement. Nous avons véritablement contesté les qualités des docteurs de notre voisin à droite. Pourquoi? Nous lui avons dit qu'il est allé dans le système canadien, il a fait un master sciences, et donc arrivé en Côte d'Ivoire, il met entre parenthèses que cela est équivalent au doctorat. Nous lui avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il a des services compétents pour dire qui est docteur et qui ne l'est pas. Et, par exemple, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc si vous avez un diplôme dans le système canadien, vous le présentez aux structures habilitées qui vous délivrent la reconnaissance ou l'équivalence pour que cela fasse office de droit qui s'impose à tout le monde, erga omnes. Mais il ne faut pas venir nous dire comme ça qu'on est docteur alors qu'on se proclame, on ne voit aucun test. Par contre, moi, je réplique en vous disant sur mon profil que ce que je dis est vérifiable. Je suis doctorant en droit international public. Je suis doctorant en histoire du droit, des institutions et des idées politiques dans les universités de Côte d'Ivoire. Très bien. Donc ça peut être d'accord, quand on finit ça, à juste titre. Non, on vous a compris, Monsieur Goyi, on va faire l'économie vu que le temps aussi part. Quand on finit ça, répondez maintenant à ma question, s'il vous plaît. Il y a combien d'infirmières en Côte d'Ivoire? Infirmière, je ne saurais vraiment vous le dire, vous donner un chiffre exact. C'est le travail que l'ordre va se consacrer à faire ce travail-là. OK. Maintenant, docteur. Allez-y, docteur. Vous avez demandé l'ensemble. Mais avant ça, Élisée, il conteste justement, le candidat Goyi conteste le fait que vous soyez docteur. Il dit qu'il faut être vrai. Lorsqu'on est devant les populations, il va y avoir une réaction. Très bien. Pour sa gouverne et pour la population ivoirienne, les systèmes d'enseignement diffèrent d'une culture à l'autre. Je vais être très concret. En Côte d'Ivoire, quand on a le baccalauréat, on vient de finir le lycée. Au Canada, quand vous faites au Canada, aux États-Unis, quand vous faites le bachelor en anglais, aux États-Unis, ça s'appelle bachelor. Le diplôme d'ingénieur aux États-Unis s'appelle le bachelor. Quand c'est en français, on appelle ça baccalauréat. Le baccalauréat, dans le système nord-américain, s'obtient après 3 années d'université. En Côte d'Ivoire, quand on a le baccalauréat, on vient de sortir juste du lycée. Donc, quand vous allez au Canada, que vous avez un bachelor en informatique, en finance, comptabilité, quand vous faites l'école des hautes études commerciales de Montréal, par exemple, vous avez un baccalauréat en tant qu'ingénieur, vous arrivez aux grands travaux en Côte d'Ivoire, vous êtes recruté comme ingénieur de conception, Bac plus 5. OK? Donc, comment est-ce que le gouvernement ivoirien reconnaît le baccalauréat canadien comme un diplôme d'ingénieur de conception? On passe par une équivalence internationale. Donc, les pays ont conclu des accords internationaux. Si bien que quand vous faites un baccalauréat dans n'importe quelle discipline, dans le système américain ou canadien, en Côte d'Ivoire, ça équivaut à un diplôme d'ingénieur de conception. Quand vous faites une maîtrise au Canada en français, aux États-Unis, ça s'appelle master. En France, ça fait un doctorat de 3e cycle. Et tous les gouvernements qui coopèrent avec le Canada ont signé des accords depuis 1994. Et c'est l'ambassadeur Julien Kakou qui, en 1994, a signé pour la première fois cet accord d'équivalence au nom du gouvernement de la Côte d'Ivoire, en 1994. Question pour vous. Comment est-ce qu'a réagi le gouvernement ou votre ministère de tutelle à votre retour du Canada, justement? A-t-il validé la nomination doctorant? Très bien. J'étais d'abord fonctionnaire à l'Institut national de formation des agents de santé depuis 1992 comme enseignant. Après ma formation au CSI de Dakar, au diplôme d'études supérieures spécialisées DSS avec recherche, qui équivaut dans le système universitaire au DEA, diplôme d'études approfondies. Donc, quand on sort d'un diplôme d'études approfondies, qu'on accède à un 3e niveau de formation, la formation universitaire aboutit à quoi? D'accord. Qu'est-ce que le ministère a dit? C'est la question que je posais. Très bien. Ce que le ministère a dit, j'ai bénéficié d'une bourse de la coopération Côte d'Ivoire-Canada. C'est ça. La bourse de la francophonie, vous pouvez vous informer, il existe jusqu'à aujourd'hui. Le programme canadien de bourse de la francophonie, chaque année, le gouvernement ivoirien accorde au gouvernement ivoirien 10 bourses qui sont réparties dans tous les secteurs d'activité. Et moi, en 1996, j'ai été sélectionné parmi les 10 meilleurs ivoiriens qui ont accédé à cette bourse-là pour aller faire la maîtrise nord-américaine qui, en France, équivaut au doctorat de 3e cycle. Et ce qu'on appelle dans le système LMD, le supplément au diplôme. Dans le système LMD, quand vous avez un diplôme dans un système qui est différent du vôtre, l'université qui vous délivre le diplôme écrit un texte signé du ministre de l'Enseignement supérieur de ce diplôme qui s'appelle le supplément au diplôme.
Et ce supplément au diplôme là que j'ai, bon, j'ai ça dans mon cartable, là, dans votre salle d'attente, je peux le faire venir, vous allez le lire. Non, c'est pas grave, on a compris un peu la pensée. On a compris ce que vous voulez dire. Il dit que tout titulaire d'une maîtrise merci beaucoup, on a terminé, on a terminé, vraiment on a terminé parce que vous êtes arrivé en retard, c'est dommage, mais on a terminé notre plateau tout en vous remerciant d'être passé, en vous souhaitant bonne chance. Merci. Il faut rappeler que l'élection, c'est le 26 octobre sur toute l'étendue du territoire national. Il nous reste 2 candidats à recevoir, les 2 derniers, je pense, parce que vous êtes 6 candidats. On les recevra sûrement, un dernier, oui. On le recevra sûrement une prochaine fois. Mais en tout cas, merci d'être passé. Et un dernier mot, commençons par... Non, on n'aura même pas le temps de faire un dernier mot. Merci. Alors, merci. Non, on n'aura pas le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci et à demain.